lundi 1er juillet. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Tout d'abord, je débute en vous souhaitant bonne fête à vous, chers Canadiens et Canadiennes. Profitez de cette belle journée de congé. Nous, on est là pour vous rapporter les informations, dresser un retour sur ce week-end de course sprint qui avait lieu en Autriche, et on débute avec la journée de samedi. Journée de samedi au circuit Red Bull Ring. Aujourd'hui, pour m'aider, eh bien, j'ai de la grande visite. Notre collaborateur tout frais arrivé de vacances, c'est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va super. On a eu un bon week-end de course. Comment tu as trouvé ça? Oui, ben c'est toujours un Grand Prix, je trouve, qui est intéressant à regarder le Grand Prix d'Autriche, un circuit à l'ancienne, une belle foule. C'est toujours intéressant dans les montagnes. Le paysage est vraiment super. Puis on a eu droit à un super week-end de course. Ouais, ben débutons par la journée de samedi. Samedi, c'est un week-end sprint, donc il y a toujours énormément d'actions, il y a beaucoup d'événements. Les voitures prenaient la piste pour régler la course sprint, la course en version abrégée, seulement 20 quelques tours sur le circuit du Red Bull Ring. C'est Max Verstappen qui a remporté la victoire. On a eu droit à des bagarres en début d'épreuve. Lui et Lando Norris se sont un peu disputés la première place, se l'ont échangé à une reprise, puis ça l'a ouvert la porte à Oscar Piastri qui a terminé deuxième. Donc cette bagarre-là, tu as trouvé ça comment de ton côté à toi? Là? Est-ce que la sprint, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça a été à la hauteur de tes attentes, de ce que tu pensais que ça serait? C'est correct. On a eu probablement en tout cas, je trouve une des seules passes d'armes un peu potables là, de cette course sprint-là. Et je dirais que c'était un prémisse de ce qui allait s'en venir pour la course. On va en reparler, là. Mais c'est ça, c'était vraiment là, un aperçu de ce qu'on allait avoir et tout. Et dans l'équation, ben, c'est Verstappen qui est sorti gagnant là, dans la sprint, et Piastri a réussi à se faufiler là, justement dans cette bagarre-là devant son coéquipier Norris. Mais il n'est pas parvenu à suivre le rythme de Verstappen. Donc, deuxième Piastri et troisième Norris. Tu vas bien en parler parce que moi aussi, je pense que ça a été quand même un moment clé dans le week-end. Non, ça n'a pas été la course sprint qui a révolutionné cette formule-là. Là. Je pense qu'on s'attendait peut-être à plus. On est peut-être resté un peu sous notre appétit, même si on a eu un peu de Mhm. compétition au départ. Mais je pense que, comme tu dis, ça a été un élément clé de ce qui allait se dessiner pour le reste du Mhm. week-end. Non seulement pour des ajustements en qualification, parce que comme moi et Jean-Christophe, on a abordé le sujet lors de l'épisode de vendredi, ça donne une deuxième chance aux écuries. Donc, on est capable, si on s'est trompé dans notre seule et unique séance d'essai libre le vendredi matin et qu'on n'a pas eu les résultats escomptés dans la qualification, la sprint nous sert d'étude, non seulement pour le Grand Prix de dimanche, mais aussi pour la séance de qualification qui se tient 2 heures plus tard. Puis ça, c'est ce qu'on a vu. Là. Je pense que certaines écuries ont pris des notes. Red Bull en ont pris un peu plus. Max Verstappen est arrivé avec son cahier de notes bien rempli, puis ça l'a payé fruit dans l'après-midi. Donc, on va passer à travers de ça assez rapidement. Là. Comme tu dis, ça n'a pas été qui a été ou ce qu'on a eu le plus de rebondissements. Donc, oui, Verstappen remporte la course sprint devant Oscar Piastri. Lando Norris doit se contenter d'une troisième position. Il est allé agressivement sur Verstappen, a voulu s'emparer de la tête de cette épreuve-là, a voulu gagner la course sprint. Puis à ce moment-là, on dit ça ouvre la porte à son coéquipier. Il n'a pas été capable de aller rechercher cette deuxième position-là. Donc, Piastri deuxième, Norris troisième, Russell, quatrième. On l'a pas trop vu, Russell. Là. Je pense il a fait sa course, il a suivi, Ouais. il était aux premières loges pour voir l'action qui se dessinait devant lui, mais on ne l'a pas nécessairement il n'a pas été un facteur lors de la sprint. Cinquième pour Sainz, sixième Hamilton, septième Leclerc, puis huitième Perez. Perez n'a pas été capable de progresser plus que ça lors de cette course-là. Ça a été Mhm. peut-être ma déception de la course sprint, de dire je pensais que Perez aurait peut-être pu remonter. Toi, t'avais-tu la même opinion ou tu t'attendais à rien de plus? Ben écoute, avoir les difficultés de Pérez depuis quelques Grands Prix, c'est pas que je m'attendais à ce que ce soit difficile, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse des miracles. Et on l'a vu, il termine à quoi? 17 secondes là, de Verstappen, ce qui est quand même énorme là aussi. Oui. Là. Et je crois, à peu près 4 secondes d'écart avec Charles Leclerc là, qui termine septième. Donc, il n'a pas réussi à se rapprocher de la Ferrari de Leclerc.
Et c'est ça. Ça a été un week-end encore compliqué pour Sergio Perez. Écoute, j'ai quasiment le goût de dire que ça a été du Sergio Perez comme la Ouais. saison dernière. Je te ramène au Grand Prix d'Autriche, course sprint saison dernière. Il arrive 22 secondes derrière son coéquipier Max Mm. Verstappen, sauf qu'à ce moment-là, les écarts avec le reste du peloton étaient plus grands. Donc, son Exact. 22 secondes de Verstappen le plaçant en deuxième position. Quand on regarde la progression des écuries, là, cette saison, 17 secondes de la tête, ça le met en huitième position. Non, exactement. Puis c'est ça. Et en plus, là, la compétition est de plus en plus féroce là, avec les McLaren. Mercedes qui revient dans le lot et Ferrari qui est là, un petit peu plus de bémol là, à gauche et à droite pour eux, mais ils sont quand même là pour jouer les podiums. Là. Donc là, il faut que Perez rehausse son niveau de jeu parce que Verstappen ne pourra pas tout faire tout seul non plus. Là. Donc ça va être important que Perez remonte la pente et réussisse là, à être le pilote qu'on sait qu'il est capable d'être. Ça reste un bon pilote, mais quand il y a une passe, un creux, ça devient difficile pour lui. On l'a vu l'année passée et là, il est encore en ce moment-là. Exactement. Puis ce que tu apportes, ça me permet encore de faire un lien avec la sprint de l'année dernière où les deux Ferrari se sont disputés un peu des positions derrière Verstappen, ce qui lui a Mhm. permis de gagner. Ah, je pense que c'est 2022, par exemple. Je pense que je me transpose une année trop. Dans la course. 2022, Leclerc, ouais, 2022, Leclerc avait passé Verstappen pour la victoire. Ouais, Sainz avait abandonné. Ouais. Non, il y avait eu un moment c'est dans ça, c'est la course, je pense, de mémoire, là. Et la Ouais. sprint, les deux Ferrari s'étaient disputés des positions, un peu comme que McLaren a fait au cours du week-end. Puis ça avait permis à Verstappen d'être capable de se sauver. Ça m'a Mhm. un peu rappelé ça, la situation où, à cause que Piastri et Norris n'ont pas nécessairement travaillé ensemble, Mhm. nous, pour les téléspectateurs, ben, c'est ce qu'on Ouais. veut voir. Là. On veut pas nécessairement voir du travail en équipe. On était content de les voir se disputer les positions, mais quand même, si on avait peut-être un peu plus travaillé ensemble, peut-être qu'on aurait été capable de passer Max au cours de la sprint, mais finalement, on a décidé d'y aller chacun pour soi. Donc, ça a donné Mhm. un peu ce résultat-là. Puis, je pense que c'est ce qui a sauvé un peu Verstappen du fait que tu mentionnais, il n'y a pas son coéquipier, lui, pour l'aider. Donc, il était à un contre deux versus les McLaren. Mais le fait que les McLaren n'ont pas nécessairement travaillé ensemble, ben, ça a fait que ça a fait un peu, c'est venu faire un peu niveler la bagarre lors du samedi matin. Là, Exactement. pour les gens qui ne sont pas familiers avec le règlement, oui, normalement, on a parc fermé. Donc, aussitôt qu'on tombe en qualification, on ne peut plus modifier nos réglages sur les voitures sous peine d'avoir une pénalité. Sauf qu'on fonctionne à parc semi-ouvert. On avait mentionné, nous, avec trou dans la clôture, où ce qu'on peut aller faire. On peut se faufiler et aller faire des modifications à ce qu'on a décidé préalablement. Donc, après la sprint, on a 2 heures pour reprendre nos énergies, parler avec nos ingénieurs, voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut améliorer, quelque chose qu'on aurait décelé au cours de cette épreuve-là qui pourrait peut-être nous servir pour la qualification. Là, on arrive en après-midi, puis là, tout d'un coup, ça a changé. Là. On voit qu'il s'est passé quelque chose. Lando Norris, qui était seulement à 0,93 secondes lors de la séance de qualification du vendredi, tout d'un coup, on commence à voir en Q1, en Q2, en Q3 que l'écart qui se serait forgé entre les McLaren et la Red Bull de Verstappen pourrait tourner même aux alentours d'une demi-seconde. As-tu été surpris par ça, toi? Ça a été assez incroyable de voir ça, que Verstappen relègue Norris à 4 dixièmes. C'est ça, je m'attendais pas à ça. Et En deux les heures Rough, en 2 heures de réglage, là. C'est ça. ben oui, c'est ça, Hein? exactement. Et en plus du chrono annulé de Oscar Piastri, parce que Piastri était troisième. Je vais te laisser revenir là-dessus, mais Oui. ça a été un petit peu plus décevant pour Piastri, en plus d'être classé derrière autant de pilotes, autant derrière les autres, parce qu'il était potentiellement troisième là, avec son chrono. Exactement. Ben, c'est ça. On en arrive là, justement, comme tu dis. Oui, Verstappen signe la pole position, est rendu s'est forgé un gros écart sur Lando Norris. Autant que, on l'a avoué, chez Red Bull, on a fait des modifications. Je pense que les autres, on a décidé de dire qu'on était un peu satisfait de ce qu'on était ou on a pensé que c'était correct. J'ai pas entendu dire qu'on a vraiment changé des choses sur la McLaren. Je sais pas de ton côté, là. Donc, je pense que, justement, ça a été statu quo pour les autres. Mais Red Bull, on a continué de travailler sur la voiture, puis c'est ce qui nous a permis de gagner ce plus gros écart-là. On a vu que notre fenêtre d'opportunité de performance était plus grande que ce qu'on avait. Donc,
on n'a pas eu les clarifications, on va peut-être en avoir plus au cours de la semaine. C'est quoi que Verstappen avait vraiment décelé qui lui manquait pour être capable d'aller creuser dans ce 4 dixièmes-là, là, plus précisément, puis même une demi-seconde avec certains. Donc oui, c'est Oscar Piastri encore. On avait le même top 3 qu'on avait eu pour la sprint. C'était supposé être la même chose pour la qualification, sauf que c'est Oscar Piastri qui s'était glissé devant Lando Norris. Donc, il était deuxième, mais à ce moment-là, Piastri prend une pénalité parce qu'il a mis les roues hors piste. Ce qu'on pensait qu'il ne serait plus un facteur en Autriche, on a rajouté ces fameux bacs à gravier-là là, pour vraiment dissuader les pilotes d'aller trop loin, de s'aventurer à l'extérieur de la ligne. Ça avait été un fléau la saison dernière là, avec le nombre de Oui. pénalités, la panoplie de pénalités qui avait été décernée. Donc, on a tenté de pallier à ce problème-là. Puis finalement, ben, ça finit que ça a été quand même le sujet de la journée. Pareil, on a terminé la journée de samedi en discutant de limites de piste. Toi, tu as trouvé ça comment? Est-ce que tu as trouvé ça sévère ou tu sais, le règlement, c'est le règlement, puis il faut vivre avec ça? De mon côté, le règlement est le règlement et Piastri, il était à l'extérieur de la ligne. Donc, c'est plate. C'est sûr que c'est pas grand-chose. Ça s'est joué à quelques centimètres, là, on va se le dire, mais malheureusement, la décision a été établie et même si McLaren a porté réclamation sur ce constat-là, ben, c'était fini final. Et, Piastri devait s'élancer de la septième place. Ce qu'on a essayé de jouer du côté de McLaren, c'est un peu ce qui est arrivé avec Lando Norris au Grand Prix de Chine. On a essayé de dire Oui. que comme il y a un bac à gravier, ben, il n'a pas gagné d'avantage. Sauf que quand on regarde la reprise, il n'a pas vraiment touché au bac à gravier. Donc, c'était dur de savoir s'il n'avait pas Ouais. vraiment gagné un avantage parce que je pense qu'on a peut-être fait la petite erreur, ça va peut-être être ajusté. Je pense que le bac à gravier pourrait peut-être être un peu plus près de la limite de piste pour les Encore prochains là, Grands oui. Prix. Ouais. Oui, il ne faut pas oublier aussi que le Red Bull Ring est utilisé aussi pour les pilotes du Moto Grand Prix. Donc, c'est sûr que ça pose un petit problème de De la logistique. position de certains éléments, là, notamment des bacs à gravier et tout. Mais je trouve qu'on a quand même bien fait ça là, pour départager les deux catégories. Ouais, au moins on sait, la ligne est là, tu mets les roues à l'extérieur, on va analyser ça, tu vas être pénalisé, tu vas être obligé de partir de la septième place. Donc, ça a été l'impact de la journée. Comme tu mentionnais, 4 dixièmes qu'il était de Verstappen, ce qui Mhm. est quand même plus gros. Piastri était à 3 dixièmes lors de l'autre séance de qualification. Donc, c'est quand même un dixième de plus qui s'est forgé entre la McLaren et celle de la Red Bull de Max Verstappen. Puis du côté de Russell, ben là, il se ramasse en troisième position, lui. Puis sa troisième position, ben, il était quand même à une demi-seconde, ce qui est quand même assez gros, là. Oui, exactement. Et Sainz et Hamilton aussi, donc à 5 dixièmes les trois pilotes. Donc c'était assez serré là, avec ce trio de pilotes-là. Leclerc, sixième, un peu décevant. Je trouve qu'il a toujours été derrière Sainz dans toutes les phases de la qualification Q1, Q2, Q3. J'ai porté attention et Leclerc, c'est probablement le pilote le plus rapide sur l'exercice d'un tour lancé. Mais en fin de semaine, constamment derrière Sainz. Ouais. Il y a peut-être un petit quelque chose, peut-être pas trouvé les bons réglages sur sa voiture. Par contre, c'est ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus décevant de la prestation de Leclerc, mais bon, qui sait, il va probablement rebondir à Silverstone. Puis normalement, Charles Leclerc, c'est un circuit fait pour lui, ça. C'est un Oui. circuit qu'il maîtrise très bien. Normalement, il est très Mhm, compétitif. On l'a vu prendre un peu trop de risques. Je pense qu'il voulait aller à la limite, là, son oui. excursion hors piste. On a vu que Mhm, c'était vraiment la question d'un pilote qui voulait aller, ben, qui se sentait être obligé d'en faire un peu plus pour être capable de rejoindre les autres. Donc, on voit que c'est vraiment un écart de performance qui est en train de se creuser entre la Ferrari et les autres voitures. Si Charles Leclerc a senti le besoin d'en donner un peu trop là, pour être capable de venir combler cet écart-là qui s'est forgé. Donc, comme tu dis, oui, Sainz, lui, se ramasse quatrième. Donc, tout le monde reçoit une promotion à cause de l'écart de piste de mhm. Piastri. Donc, quatrième pour Sainz, cinquième pour Hamilton, encore une fois devancé par son coéquipier. Est-ce que ça relance le débat? J'ai vu certaines personnes vouloir venir dire ah, c'est du sabotage. C'est pour ça que Hamilton
ne pourra pas battre Russell cette saison. Pourtant, on l'avait vu que la semaine dernière, ce n'était pas le cas. Donc, ça a ramené ça un peu d'avance. Du côté de Toto Wolff, n'a pas voulu retourner sur ce sujet-là. Lui qui avait mentionné que les gens qui pensent comme ça, ben, il ne les respecte pas parce que c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Donc, c'est lui qui a mentionné ça dans sa déclaration. Hamilton cinquième, donc, il semblait un peu découragé. Tout au long du week-end, Hamilton, tu voyais qu'il y a quelque chose qui le fatigue un peu, là. Je pense que c'est pas juste là, les histoires de. Moi, j'y crois pas, là. Je sais pas ton opinion, toi, si tu veux te prononcer là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses-tu? Est-ce que tu te ranges du côté de Toto Wolff que c'est un peu du non-sens d'avancer que Mercedes serait prête à saboter leur pilote ou tu te ranges du côté de Lewis Hamilton parce que c'est Lewis Hamilton qui avait avancé ça en premier. Donc, c'est un peu drôle quand que Toto Wolff a dit que les gens qui pensent de même n'ont pas de cerveau parce que c'est un peu Hamilton qui avait lancé ses partisans sur cette piste-là préalablement. Donc, toi, est-ce que tu partages cette opinion-là? Tu te trouves de quel côté? Je trouverais ça assez ridicule qu'une écurie qui a connu autant de succès avec leur pilote décide, parce qu'il quitte l'écurie à la fin de la saison, de saboter ses chances de bien performer. À un moment donné, faut pousser, mais pousser égal aussi, là. Je trouve que Russell s'en sort mieux cette saison qu'Hamilton au volant de cette voiture-là. C'est sûr que s'il y a des évolutions qui arrivent avec l'écurie Mercedes, ben, Russell va en bénéficier. Et c'est normal parce qu'il sera là l'année prochaine et pas Hamilton. Donc, c'est comme ça. Ça a pratiquement toujours été dans l'histoire de la F1. S'il y a un pilote qui quitte une écurie, ben, c'est sûr qu'il ne va pas amener les secrets des évolutions ailleurs si jamais il doit les divulguer. Donc, on va bénéficier le pilote qui reste en place dans l'écurie pour l'année prochaine. C'est la même chose lorsqu'il y a des transferts de cerveau, des ingénieurs, comme par exemple Adrian Newey, qui est plus convoqué dans certains meetings chez Red Bull, donc parce qu'il ne sera plus là l'année prochaine. Donc, c'est tout à fait normal, mais non, je croirais pas qu'il y a de sabotage là, dans l'histoire de Mercedes et d'Hamilton. Non, exactement. Puis je trouve qu'on a été transparent parce que lors de la seule grande évolution de la saison, là, la fameuse aileron que finalement on a suivi à Montréal avec une modification de la suspension avant, puis on a travaillé un peu cette géométrie-là pour créer un meilleur balance sur la W15. À ce moment-là, on avait fait un tirage au sort entre les deux. Je sais qu'on revient là-dessus, mais je veux dire, au moins, il y avait quand même offert à Hamilton. Là où ce que ça peut se creuser, puis pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, c'est qu'on a toujours fonctionné comme ça chez Mercedes. Le pilote, puis chez bien des écuries, là, c'est comme ça qu'on fonctionne. Le pilote qui se qualifie devant a le choix de la première stratégie pour le dimanche. Donc, Mhm. oui, il y a un avantage qui se passe à Russell pour choisir les arrows, puis ces choses-là. Mais cet avantage-là est créé à cause qu'il réussit à remporter sa qualification le samedi. Donc, c'est là que ça se joue. Donc, oui, il y a un certain favoritisme qui se fait, mais c'est un favoritisme qui est mérité. C'est un favoritisme que Lewis Hamilton a bénéficié plus souvent qu'autrement lorsqu'il il avait un Valtteri Bottas comme partenaire ou même un Nico Rosberg lorsqu'il réussissait à avoir le dessus lors de samedi. Donc, c'est juste une continuité de ce qui existait déjà chez Mercedes. C'est pas une nouvelle procédure parce que Lewis Hamilton s'en va. On fait juste continuer avec ce qu'on avait déjà en place. Mhm. Exactement, tu as tout à fait raison. C'est comme ça depuis plusieurs années. Mais aussi, Hamilton, c'est un performeur, il est coriace aussi. Et là, quand il se voit se faire battre comme ça par son coéquipier, c'est sûr que ça doit le ronger à l'intérieur. C'est quand même le pilote avec le plus de pôles dans l'histoire de la Formule 1. Et là, il voit ça, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire pour performer davantage? Mais quand son coéquipier est là, il réussit toujours à aller chercher quelques dixièmes supplémentaires pour réussir à le devancer en qualification. C'est sûr que ça doit être fâchant pour lui, mais au final, c'est comme tu as mentionné, Mercedes fait ça de cette procédure-là depuis tellement longtemps. À un moment donné, Hamilton doit s'en rendre compte que c'est comme ça. Russell a été plus rapide le samedi. C'est lui qui a l'avantage de la stratégie pour le dimanche. Mhm. Puis c'est pas comme si Russell était n'était pas du tout dans l'équation lors de ses deux premières saisons avec Hamilton. C'est Non, c'est ça exactement, oui.
Fait que c'est un peu, je te donne un exemple. Max Verstappen annonce en 2025, là, c'est pas confirmé, là, on parle pas de ça, là, je fais une supposition, annonce qu'il va quitter pour Mercedes pour 2026. Puis là, tout d'un coup, Sergio Perez commence à avoir le dessus en qualification. Là, on pourrait peut-être dire, ah, ben là, il se passe quelque chose, c'est certain, parce que c'est jamais arrivé. C'est pas une c'est pas quelque chose qui arrive, c'est pas une situation réelle pour l'instant, là. C'est de la fiction plutôt qu'autre chose. Mais c'est pas le cas entre Russell et Hamilton. Depuis que Russell est arrivé là, ils ont eu, oui, en course, Hamilton a eu le dessus normalement, puis il continue. Je trouve qu'en course, même si Russell termine devant, c'est quand même Hamilton, je trouve qu'il y a des plus belles performances des fois que George le dimanche. Sauf que l'écart se crée le samedi, mais le samedi, ça a été prêt depuis le début de ce partenariat-là. Donc, c'est pas sorti de nulle part, là. C'est pour ça que je suis un peu surpris qu'il y a des gens qui sont complètement jetés en bas de leur chaise, que ça fait partie de l'évolution de Russell qui continue de prendre l'expérience aussi, qui commence à se familiariser avec Mercedes. Puis le fait qu'il a passé énormément, ben énormément, le début de sa carrière chez Williams avec une voiture qui est très instable ou qu'il devait trouver donc le meilleur ballon possible pour être capable d'en soutirer de la performance. Donc, il est habitué un peu avec ça. Ce que Lewis Hamilton, sans lui enlever rien, là, j'admire son talent, septuple champion du monde. On n'est pas là pour dénigrer ce qu'il a accompli. Ses accomplissements vont toujours rester là. Il va toujours faire partie des plus grands du sport. Puis ça, il n'y a personne qui va pouvoir y enlever ça. Que quelqu'un l'aime ou ne l'aime pas, qu'on soit d'accord avec sa personnalité, avec ses agissements, ce qui est au livre des records va toujours être là. Mais a eu des voitures quand même je ne veux pas dire facile à piloter parce que des voitures rapides sont compliquées à piloter. Mais dans le sens que il n'avait pas nécessairement à. Il n'y a pas eu, on va le dire autrement, il n'y a pas eu à composer avec une Williams lorsqu'il a commencé en Formule 1. Ce que George Russell a peut-être un outil. Il y a peut-être, s'il y a un outil que George Russell a de plus dans son sac, c'est ça. C'est d'être capable de maîtriser une voiture instable. D'après moi, c'est peut-être ça qui fait la petite différence. Est-ce que tu partages cette opinion-là, toi? Ben, moi, de ce que je me souviens de Lewis Hamilton, probablement l'une des années les plus difficiles qu'il y a eu avec une monoplace, c'est en 2009, au changement de la réglementation, où la McLaren avait connu un début de saison assez compliqué. Et il a réussi quand même à remporter 2 victoires. Donc ça, quand même, faut lui donner. Il a réussi à revenir dans l'équation lors de cette année-là. Par contre, vraiment, Russell, oui, il a réussi à soutirer le meilleur de la Williams lorsqu'il était avec l'écurie de Grove. Il a réussi à faire des accomplissements. Oui, bon, on va dire qu'il y avait des coéquipiers comme Nicolas Latifi, là, etc. C'était pas, c'est sûr que ce n'était pas des Lewis Hamilton, on va se le dire. Mais quand même, Russell performait et on le voyait. Et c'est pas pour rien que Toto Wolff se disait, je vais signer ce gars-là, il va être chez Mercedes un jour ou l'autre. Mhm. Et on le voit dans ses performances sur un tour lancé. Depuis qu'il est chez Mercedes, souvent fait jeu égal et souvent devant Hamilton aussi. En course, tu l'as bien mentionné, Hamilton, avec son expérience, avec son intelligence de course, il réussit souvent à soutirer le meilleur de sa voiture, parfois par rapport à Russell, qui engrange de l'expérience, mais n'est pas encore avec toute l'expérience acquise de Lewis Hamilton. C'est bien normal. Mais Russell prend du galon et il va être le leader chez Mercedes pour les années à venir. Donc, effectivement, c'est comme ça. Je trouve que Hamilton, des fois, on lui donne pas toujours le mérite de ce qu'il a accompli et de ce qu'il fait, mais ça reste un compétiteur vraiment exceptionnel. Ah oui, oui, non, c'est sûr. Surtout en course le dimanche, on le voit encore, là. On est capable de le regarder dans ses temps, Ouais. là. Euh, c'est ça. En tout cas, j'ai hâte de voir l'année prochaine, mais parce qu'il n'est pas sorti, là, on dit qu'il n'est pas sorti de l'auberge, parce que maintenant, il va s'associer à un des meilleurs pilotes en qualification avec Charles Leclerc. Donc, Mhm. s'il n'est pas capable de se faire justice présentement avec George Russell, ben, ça se peut que les gens qui ont des théories de sabotage vont peut-être falloir la garder pour l'année prochaine chez Ferrari. Il va peut-être falloir trouver une nouvelle version parce que s'il n'est pas au-dessus de sa game contre Charles Leclerc, ben, il risque d'avoir des ennuis, là. C'est ce que Oh, Sébastien Vettel avait remarqué assez vite, notamment là, ouais, exactement. Puis il y a une philosophie totalement différente entre Ferrari et Mercedes. D'un côté, c'est le côté anglais, et là, tu arrives du côté italien. C'est pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout la même façon de faire. Leclerc est établi depuis plusieurs années là, chez Ferrari comme le pilote numéro 1. Et là, Hamilton arrive
dans cet environnement-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça pourrait être plus compliqué qu'ils ne le pensent. Ça se peut qu'ils s'en sortent bien, mais pour une première année, arriver à Maranello comme ça et décider de sortir les crocs face à Leclerc, ça se peut que ça ne soit pas aussi facile. Par exemple, il a besoin d'emmener son lunch, comme on dit. C'est ça. Donc, Charles Leclerc, sixième, Piastri, septième, on le dit, c'est à cause de la pénalité. Perez, huitième, c'est sa nouvelle place en Formule 1. Je pense qu'il devrait changer pour le numéro 8. Il n'est pas pris, Mhm. là. Il a changé son numéro 11 pour le 8. Perez, huitième. Hülkenberg, neuvième. Les Haas, pour le- tu sais, nous, là, au moment où on se parle, on passe étape par étape, mais on sait que on voit un regain de performance là, chez Haas. On a apporté quelques modifications. Par contre, je ne suis pas surpris que c'est en Autriche qu'on connaît un peu plus de succès qu'ailleurs à cause des Mhm. trois grandes lignes droites et la Haas. Peut-être que ça Mhm. va surprendre des gens. C'est la voiture qui a la meilleure voiture, c'est la meilleure vitesse de pointe depuis plusieurs Grands Prix, là, depuis le début de la saison. Les voitures de l'écurie américaine sont très rapides en ligne droite. Certains pourraient me dire que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, c'est de rouler vite en ligne droite, mais il faut quand même ça veut dire qu'on a quand même une traînée qui est assez diminuée sur cette voiture-là, pendant que d'autres écuries cherchent à travailler là-dessus. Ben ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien là, du côté d'Az. Donc, neuvième pour Hülkenberg. Hülkenberg qui réussit toujours à faufiler sa voiture en top 10. T'es-tu surpris de le voir là? Parce qu'on avait eu peut-être une petite descente de performance au cours des derniers Grands Prix, mais tu aimé ça de le voir là? Oui, ben, de toute façon, Haas et l'Autriche, ça match assez bien. Ils ont connu beaucoup de succès. Ben, succès, c'est relatif, mais ils ont connu des bons Oui. résultats au cours des dernières années. Le meilleur résultat en carrière à l'écurie Haas, c'est quatrième, cinquième. C'est en 2018, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un circuit qu'ils affectionnent beaucoup. C'est un circuit qui correspond bien à la philosophie de leur voiture. Donc, très content de voir Hülkenberg à ce niveau-là. Dixième pour Ocon, quand on parle de renaissance, Ocon, lui, s'en fout, il s'en va. Mais quand même, Mm. c'est intéressant à voir Alpine. Là. J'en parlais avec Jean-Christophe vendredi, comme quoi il est encore trop tôt pour les comparer à McLaren de l'année dernière. Sauf que Mm. c'est le point tournant de la saison, c'est passé en Autriche. On pourrait identifier le point tournant d'Alpine un peu plus tôt dans la saison. Je pense peut-être Monaco, que ça a commencé à se passer là. Montréal, ça a été très bien, même si on ne les attendait pas vraiment. On a quand même été surprenant dans nos performances. Puis là, on arrive en Autriche, on a un déficit moteur, c'est ce qu'on se plaint depuis déjà un certain temps. On arrive à Mm. Montréal, qui est un circuit moteur, on réussit quand même à se faire justice. On arrive en Autriche, trois grandes lignes droites où on pourrait être à la merci des autres écuries. Puis on a Ocon qui se faufile quand même dans un top 10. Puis en plus, je le mentionne souvent dans les podcasts, puis là que tu es avec moi, je vais le dire. En début de saison, j'avais posé la question, est-ce que Alpine va réussir à marquer des points cette année? Puis tu t'étais empressé de répondre oui, ils vont trouver une opportunité de le faire. Puis tu avais raison. Puis là, maintenant, c'est pas juste, on trouve pas juste l'opportunité de marquer un point, on réussit à en marquer à tous les grands prix, là, quasiment. On est rendu assez régulier de ce côté-là. Moi, je trouve que le développement, c'est fait, c'est optimisé à Barcelone. Barcelone, c'est un circuit qui est assez révélateur pour les performances des voitures. C'est pas pour rien que ça a été un circuit d'essais hivernaux pendant tellement longtemps aussi. Et quand j'ai vu Alpine réussir à bien performer en Espagne, je me suis dit, oh, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient. On ne parle pas de signer des podiums. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des améliorations qui s'en viennent, un regain de performance, un regain en rythme de qualification, en rythme de course aussi. Et ça s'est vu. Et c'est là qu'on le voit avec la performance qu'ils ont fait en Espagne et aussi en Autriche en fin de semaine. Oui, exactement. Tu fais bien de l'aligner parce que lorsqu'on travaille en développement, puis qu'on on ne sait pas trop dans quelle direction s'en aller. On a tenté quelque chose en début de saison. Clairement, on s'est trompé. Puis là, on essaie de tester des choses, mais quand on part tellement de loin, c'est dur de savoir est-ce qu'on construit dans le bon sens? Est-ce qu'on est capable de développer cette voiture-là, Mhm. l'emmener un peu plus loin? Comme tu dis, ce qu'on a vu en Espagne, ça a été un gros message qui est envoyé au reste de l'écurie du positif de dire on a quelque chose là, on travaille dans la bonne direction. Parce que tu le mentionnes, Espagne, c'est un circuit qui est révélateur pour le reste du calendrier. Il y a beaucoup de caractéristiques qui ressemblent à d'autres circuits qu'on va rencontrer au cours de la saison. Donc, tu es capable de soutirer, de trouver une fenêtre de performance à la voiture sur un circuit comme ça. C'est venu donner un vent de fraîcheur à tous les l'écurie qui en avait grandement besoin de dire on développe dans le bon sens, il faut continuer d'aller dans cette direction-là. Il faut
on a quelque chose entre les mains, donc continuons à développer puis à apporter d'autres améliorations, à construire là-dessus. Donc, finalement, d'avoir une base sur quoi on peut apporter des étages et développer la voiture. Donc, ça, c'était très positif. Puis on s'en va dans la bonne direction. De l'autre côté, on a Ricardo qui s'est qualifié 11e, puis Racing Bulls qu'on avait, on les attendait moi, je les attendais personnellement vraiment qu'on connaisse une bonne saison. J'avais même pensé Mhm. qu'on aurait peut-être 4 voitures Red Bull qui pourraient se disputer les podiums. Finalement, c'est vraiment pas le cas. On a réussi à inscrire des top 10 depuis le début de la saison. Ça n'a pas été facile du côté de Ricardo. Tsunoda a bien commencé la saison, semble vouloir poursuivre sur cette lancée-là. Mais Racing Bulls, les nouvelles améliorations qu'on a apportées semblent compliquées à comprendre, du moins ce qu'on avait sur les ordinateurs en soufflerie ne semble pas vouloir se traduire sur le circuit. Puis là, on est rendu 11e du côté de Ricardo. On a été expulsé du top 10 par Alpine, justement. Toi, qu'est-ce que tu en penses de Racing Bulls? Ouais. Ben, c'est sûr que c'est décevant depuis quelques courses. Là, Alpine est passé devant. Euh, on n'est pas encore rendu à Aston Martin. Ça en est une autre Ouais. écurie qui a mangé une claque. Là. Mais c'est ça. Racing Bull, je m'attendais un petit peu mieux. Je m'attendais à ce qu'on poursuive sur la lancée du début de saison, notamment Tsunoda qui a très bien fait et tout. On ne va pas les enterrer trop rapidement. Ils peuvent revenir dans le coup, mais il va falloir qu'on fasse des évolutions, que les évolutions fonctionnent aussi. C'est très important. Et c'est ça parce que là, à un moment donné, Alpine, s'il continue à gruger des points à gauche, à droite, ben bon, ils vont finir par remonter. Honnêtement, je ne crois pas que Alpine va réussir à aller chercher les V-Carbs, mais si on continue comme ça avec des courses qui peuvent avoir du grabuge et les meneurs se sortent comme ça peut arriver au courant de la saison et Alpine réussit à se faufiler, ben, c'est pas long que les points s'engrangent et qu'on réussit à ramasser assez de points pour se faufiler devant une autre écurie. Puis on a Ocon qui veut continuer à se prouver aussi, même si Ocon n'a pas besoin de ça pour être sortir les dents, là, sortir les crocs. Mhm. Je pense qu'on a, c'est ça, ils vont être à surveiller là, dans les prochains Grands Prix. Du moins, si j'étais les écuries autour d'eux dans le classement, c'est l'écurie que je me méfierais le plus présentement. Là. Donc, Ricardo Oui, 11e, tout à fait. Magnussen, 12e. Un bon week-end pour Magnussen. Mhm. Jusque-là, là, on arrive, on est toujours dans les qualifications. Moi, j'ai trouvé que Magnussen, ben, il a dit qu'il était serein avec son avenir, qu'il s'attend à ne pas rester en Formule 1. Donc, 12e, c'est correct au volant de NAS. Encore une fois, c'est sûr que Hülkenberg a le dessus, mais ça, je pense qu'on ne s'attend plus à voir Magnussen dépasser Hülkenberg. Là. Plus souvent Mhm. qu'autrement, le pilote allemand semble beaucoup plus dominant puis est beaucoup plus en contrôle de sa voiture. 13e pour Gasly, ben, c'est dans la continuité. Lui, il a eu un temps effacé là, lors de la qualification, à moins que Mhm. non, je me trompe pas. Hein. C'est ça, il y a eu un temps effacé, donc c'est ce qui l'a relégué parce que sinon, il aurait été pas si loin que ça. Là. Il aurait été autour de Ocon. Là. Ouais. Du côté de Gasly. Tsunoda, 14e, 15e pour Alonso. Là, on en vient à Aston Martin. Là. Mhm. C'est quoi qui se passe avec Aston Martin? Je pense que si tu le savais, normalement, je pense que Lawrence Stroll t'embaucherait, tu aurais un téléphone, mais ton opinion de l'extérieur, tu vois quoi présentement? C'est une écurie qui, je crois, qu'il se cherche à savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur les améliorations qu'ils ont apportées. Parce que là, on était clairement la cinquième force en début de saison. Là, Alpine, depuis Barcelone, est passé devant. Et on voit là les deux Visa Cash RB qui sont devant Alonso et Stroll. Donc là, ça commence à être problématique. Et même Haas, en fin de semaine, sont devant. Mhm. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Il va falloir qu'on travaille, il va falloir qu'on bosse de plus en plus dur chez Aston parce que ça peut pas durer. Et Lawrence Stroll va avoir sa patience s'effriter assez rapidement et tout. Et c'est pas pour rien aussi qu'on fait les beaux yeux à M. Adrian Newey aussi. Là. On commence à voir son nom circuler pas mal chez Aston Martin. Donc ça va être intéressant à suivre de ce côté-là. Je pense qu'on fait des beaux yeux à tout le monde présentement. Là. On attendait Mathieu Binotto, on attendait Adrian Newey, on a Mhm. fait le recrutement qui n'est toujours pas officialisé, mais
on sait tout, là, c'est quasiment plus un secret, qu'on a aussi réussi à aller rapatrier une tête, un grand cerveau chez Ferrari aussi. Donc oui, moi je pense qu'on a frappé un mur de développement. Puis je vais être un peu pessimiste dans ce que je veux dire. Peut-être que ça ne plairait pas à tout le monde, mais on a eu Dan Fellows qui est arrivé chez Aston Martin avec des secrets de Red Bull, quand même qu'on l'avait mis un peu de côté, sur les lignes de côté là, pour qu'il n'arrive pas nécessairement avec tout ce qui est frais. Mais je pense qu'il a peut-être fini de mettre en place tout ce qu'il y avait dans son cahier de notes. Puis que là, c'est vraiment rendu à lui de trouver des solutions et de continuer ça. Mais quand il n'y a plus accès à ce qui se passe chez Red Bull. Donc, c'est peut-être un peu plus Mhm. compliqué là, que lorsqu'il y avait encore son cahier de notes, on va faire ci comme ça, on va faire ci comme ça, on va mouler la voiture comme la Red Bull. Mais là, il n'y a plus ces informations-là privilégiées. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'on est en train de voir que c'est pas juste Aston Martin qui est arrivé à la limite, mais c'est aussi Dan Fellows qui a plus d'idées. C'est pour ça qu'on cherche à lui donner du soutien puis à apporter d'autres mondes pour se jumeler à lui pour continuer ce développement-là. Ça pourrait être une hypothèse aussi à prendre en considération là, pour Aston Martin. Tu mentionnais qu'on était on est cinquième, puis là, maintenant, on a régressé. On était aussi cinquième la saison dernière. C'est pour ça qu'on fait partie. Il y a seulement deux écuries qui n'ont pas de changement sur leur temps alloué en soufflerie à partir du 1er juillet. Donc, Aston Martin fait partie de ça. On était cinquième au 1er janvier, Mhm. puis on est toujours cinquième au classement. Donc, on ne gagnera pas de temps en soufflerie. On n'en perd pas non plus. Sauf qu'il y a des écuries autour de nous qui en gagnent, comme Alpine, justement, qui est on peut dire maintenant qu'il est rendu notre rivaux, là, notre rival le plus direct. On compétitionnait avec Mercedes en début de saison. Là, c'est plus dans l'équation. On se bat contre les écuries qui sont derrière. Donc, ça va être à surveiller parce que si on n'a pas de solution puis on ne sait pas un peu où ce qu'on s'en va, même si Fernando Alonso s'attend qu'après la pause, ça soit mieux. Mais du côté des autres écuries, on va avoir plus de temps en soufflerie, donc plus de temps pour aller à la chasse au vert. Du côté des écuries qui ne vont pas si bien que ça ces temps-ci, ben, on a Albon avec Williams 16e, 17e pour Stroll, mais ça, c'est dans la même lignée qu'Alonso. Je suis satisfait du travail de Stroll, pareil, là. 15e pour Alonso, 17e pour Stroll, c'est ce qu'on s'attend, là. Pas un trop gros écart entre les deux. Ensuite, Bottas, mais ça, il ne se passe pas grand-chose chez Stack. Là, on attend, on fait juste taper du pied en attendant Audi. Sargent, lui, bonne qualification. Sargent, assez surprenant. Oui, il est 19e, mais à toutes les fois qu'il n'est pas 20e, on dit que c'est une bonne journée. Puis Joe, 20e, qui semble être le nouveau Sargent en 2024. Ça semble être sa nouvelle position. Il ne me reste pas grand temps pour ce bloc-là. As-tu quelque chose en terminant? Voulais-tu faire un petit résumé sur Williams ou du côté du stack? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est dans la continuité malheureuse de ce qui se passe du côté de Steak Sauber là, en attendant l'arrivée d'Audi, comme tu as mentionné. Et c'est dommage pour Williams aussi là, de voir que l'écurie qui avait un beau potentiel l'année passée ben, a régressé là, cette année là, avec les résultats, du moins de ce qu'on voit là, en fin de semaine. Là, c'est dommage à voir. Ça tombe à un mauvais moment pendant on Ouais. tente de séduire Carlos Sainz en plus. Là, quand même. Mhm. Puis on est allé rechercher, on est allé chercher 26 employés d'ailleurs, mais j'ai aimé le point que Jean-Christophe nous a apporté vendredi de dire c'est bien beau d'aller chercher 26 personnes, sauf qu'il va falloir les faire travailler ensemble. Souvent, on voit quand on fait du recrutement chez des écuries, on va aller chercher une personne, deux, trois personnes, mais 26, c'est pratiquement un étage au complet. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va être capable de faire travailler tout ce beau monde-là ensemble et créer une cohésion chez Williams. Oui, effectivement, c'est ça. Il a tout à fait raison. J'aurais rien de plus à rajouter. Le point de Jean-Christophe était excellent. C'est ce qui conclut la journée de samedi. Maintenant, passons à la journée de dimanche, le Grand Prix, parce qu'on en a eu pas mal. Puis je pense que c'est surtout les 5-10 minutes, les dernières 5-10 minutes de la course qui ont retenu l'attention. Je pense que les gens attendent impatiemment qu'on adresse ce sujet-là. Donc, sans plus tarder, on passe à la journée de dimanche. Dimanche, en Autriche, avait lieu déjà la 11e ronde d'un calendrier de 24 courses, un calendrier historique, le plus long de l'histoire de la Formule 1. Et puis, on a eu le droit à tout un Grand Prix. Surtout, je le mentionnais dans l'autre bloc, comme quoi les 5-10 dernières minutes nous ont donné assez d'action, de l'action qui va faire couler beaucoup d'encre, qui va faire jaser énormément de monde. Disons que ça a rajouté du gaz sur des vieilles plaies que certains avaient encore d'ouvertes. Disons que ça a ramené tout plein de sujets de conversation là, déjà dans les heures suivantes ce Grand Prix-là. Et j'imagine que la semaine va continuer d'aller là-dessus jusqu'au Grand Prix de Grande-Bretagne qui aura lieu la fin de semaine prochaine. Tu as vécu comment ton dimanche de course, Kevin?
Ça a été un petit peu plus tranquille au début. Il y a eu des belles petites passes d'armes, notamment avec les Alpines, notamment, qui s'étaient bien battus ensemble. Bon, heureusement pour eux, il n'y a pas eu de collision. Ça s'est pas mal terminé. Et là, par la suite, ben oui, la bagarre entre Verstappen et Norris, là, c'était du bonbon. C'était super jusqu'à ce que l'inévitable arrive. Ouais, tu dis l'inévitable, puis c'était justement les commentaires des pilotes après la course, que les gens l'ont vu venir. On s'attendait à ça. La tension a monté entre les deux. Il y a eu aussi le fait Oui, que exactement. Et tout. C'est souvent, comme on dit l'expression, quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Et les deux exactement, jouent avec le feu. Oui, c'est exactement. Puis ça. pour C'est pas te relancer dans les expressions, ben à longue, quand ça brouille, la marmite déborde, là. Fait que Mhm. c'est ce qui est arrivé. Je pense pas qu'il y a de l'animosité entre les deux. Je pense qu'il y a quand même une amitié pour l'instant aux dernières heures. Est-ce que ça va se changer dans les prochaines semaines? Je m'attendais un peu avec ça, là, avec ce qui se passait. Je suis pas sûr qu'ils vont rester nécessairement des amis avec tout ce qui va se passer, ce qui semble euh, se mettre sur la table là, pour les prochaines semaines ou même les prochaines années en F1 si ça continue comme ça. Euh, Jusqu'à ce moment-là, c'était correct, mais je pense que le fait que ça a été un week-end sprint, ce qui s'est passé, oui, en Espagne, parce qu'il faut quand même se rappeler, là, on remet la situation, là, qu'en Espagne, Lando Norris a quand même forcé Max Verstappen dans le gazon au départ. Pas Mhm. l'oublier, Ouais. ce petit côté-là. Donc, il y a eu une petite note au dossier. Ça a été drôle après la course parce qu'il n'y a pas eu, il y a eu plus de peur que de mal. Verstappen, lui, on le sait, il ne lève pas le pied. Il a continué dans le gazon quand même eu le dessus, puis il a remporté le Grand Prix. Donc, il a fait à la blague après ce Grand Prix d'Espagne-là. Je sais déjà ce que je vais offrir à Norris pour sa fête, des lunettes ou des rétroviseurs pour sa McLaren. Puis là, on se transpose au week-end en Autriche. On arrive ici, séance de qualification sprint, c'est Verstappen qui a le dessus. Ensuite, on arrive dans la course sprint, on le mentionnait, Verstappen a le dessus, mais au cours de cette épreuve-là, pourquoi qu'on disait tantôt là, que je pense que ça a été le départ de ce qu'on a vécu dans la fin de l'épreuve, c'est que Norris a essayé par toutes les manières de passer devant Verstappen. Il a réussi une fois, mais il n'a pas réussi à garder cette position-là. Et le soir, selon les dires de George Russell, Lando Norris était très frustré encore de ce qui s'était passé. Pas parce que Max Verstappen il avait fait un coup cochon ou quoi que ce soit, mais il était déçu de lui-même, pensait qu'il aurait pu en faire plus. Il trouvait que c'était un peu une opportunité ratée. T'as entendu ce côté-là, toi aussi, de la version, là? Ouais, je l'avais entendu un peu vite, vite, là, sans dire que je l'ai totalement entendu. Là, j'ai entendu une petite partie. Là. C'est ça, comme quoi que le samedi, ben, était pas content, puis c'était encore dans sa tête. Puis il arrive le dimanche, le départ se fait. Le départ réussi de la part de Verstappen. Je pense que c'est Mhm. dur de mieux faire. Là. Il a vraiment réussi à se Ouais. sauver dans les 10 premiers tours. Il avait déjà bâti une avance considérable. On pouvait quand même dire, là, comme tu dis, là, ça a pris du temps avant qu'on ait, à part les Alpines, puis on a eu des bonnes bagarres à l'arrière, mais on était rendu au 52e tour de 71, puis on commençait à pouvoir dire que c'était pratiquement une formalité pour Verstappen qui pourrait remporter la course. Il n'y a jamais de formalité en F1, là. Il faut les Mhm. disputer, ces tours-là. Il y a toujours une petite erreur de distraction, un petit moment qu'on est distrait, ça peut provoquer une erreur fatale. Donc, c'est sûr que je le dis entre parenthèses, une formalité lorsqu'il reste un peu moins que 20 tours, là, c'est une façon de parler. Mais on se présente pour la dernière arrêt au puits. Il peut toujours arriver quelque chose. Et c'est là le point tournant. 52e tour, Max a environ 7 secondes, plus ou moins 7 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant qui est Lando Norris. On arrête au puits et ce qui arrive très rarement arrive. Red Bull a de la misère à retirer un pneu cet arrêt au puits se transforme. Si on était sous la barre des 2 secondes en Espagne, eh bien là, on fait un arrêt qu'on pourrait dire quasiment un record de 6,5 secondes. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est là le point tournant de la journée de dimanche? Exactement, c'est l'arrière gauche qui a été problématique. Et 6,5, c'est un arrêt dans les standards de l'écurie Steak pour ceux qui ne sont pas familiers. Mais non, c'est ça. Ça a été le point tournant. Et après ça, ben, à la sortie des puits, ben là, évidemment, on l'a vu, Norris était collé à Verstappen. Et là, le tout s'est joué jusqu'au moment critique. Exactement. Puis pour revenir, Sauber, un 6,5 secondes, c'est dans une bonne journée qu'on fait ça. C'est exactement. Quand tout le monde a pris un bon déjeuner, qu'on arrive avec nos forces, on fait un 6,5 secondes, puis on se tape dans les mains. Mais pour revenir à Red Bull, c'est ça exactement. On arrive au 58e tour. 58e tour, ça, c'est un autre moment aussi.
chaque tour, là, il se passe quelque chose qui ajoute une couche à ça. C'est que oui, Norris est rendu qui est prêt à passer à l'attaque, ce qu'on pensait qui était probablement réglé pour Verstappen. Finalement, tout est à jouer. Puis rendu au 58e tour, ben là, on annonce que Norris a tout épuisé ses avertissements pour avoir quitté les limites de la piste. Donc, on lui Mhm. décerne le fameux drapeau noir et blanc. Donc, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que Lando Norris ne peut plus se permettre de mettre des roues hors piste. Il doit absolument rester à l'intérieur du circuit. À ce moment-là, est-ce que Max Verstappen le sait? On ne le sait pas vraiment. Je n'ai pas entendu de communication radio qui fait. Ce qui va dans ce sens-là. Mais au 59e tour, Norris tente un dépassement un peu, peut-être un peu téméraire, mais dans le sens où c'est ce qu'il a essayé tout au long du week-end, c'est qu'on retarde excessivement le freinage, ce Mhm. que Verstappen fait aussi. Là, c'est un type de dépassement que les nouveaux pilotes font beaucoup. Dans le fond, c'est vraiment on retarde beaucoup le freinage, puis on essaie de compenser là, puis d'avoir une meilleure d'un peu compromettre notre entrée dans le virage, puis essayer de gagner un écart assez suffisant pour qu'on puisse ressortir plus vite que notre adversaire. En même temps, on bloque un peu le chemin, mais là, il se retrouve hors piste. Là, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Eh bien, on se doute tous que c'est une pénalité. C'est écrit noir sur blanc. Il ne peut pas quitter les limites de la piste une autre fois, sinon il va se voir décerner une pénalité. Par contre, moi, c'est ma déception. Tu me diras si tu partages mon opinion là-dessus. C'est que on a attendu jusqu'au 64e tour pour décerner cette pénalité-là à Lando Norris. Donc, on a attendu énormément. Je ne sais pas ce qu'on révisait, là, parce que s'il y avait. Des fois, je peux comprendre que c'est assez compliqué. Là, si on retourne avec Piastri en qualification, il a fallu plusieurs angles pour comprendre qu'il était à l'extérieur de la piste. Mais sur cela, je pense Mhm. qu'on n'avait pas besoin de beaucoup d'angles, là. Je pense que. Bon, Ouais. ouais, c'est ça, c'était assez clair, là. On va se dire, les images le montraient très bien, là. Mais bon, souvent, on n'a pas de contrôle sur les décisions des commissaires de piste, à quel point, à quel laps de temps ils prennent la décision. Mais c'est ça, effectivement, Norris est allé trop large. Ça me rappelle aussi le fameux dépassement de la dernier tour en 2016 entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Rosberg avait longé, vraiment pris le plus large possible pour rester devant Hamilton et il y avait eu contact entre les deux. Et bon, ça s'est ramassé avec une pénalité pour Rosberg à l'époque. Ouais, c'est même Rosberg qui avait été pénalisé plus que Oui, Hamilton. Je pense, de mémoire, ça n'était pas suivi avec un abandon, mais il y avait eu une crevaison. En tout cas, il y oui, avait eu c'est du ça. dommage. Puis je pense que c'est même là que Nico Rosberg avait eu la facture pour cette collision-là. Une Oui, facture. ben, il y avait, c'est ça, il y avait une pénalité de 10 secondes, exactement. Oui, exactement. Fait que, oui, c'était très semblable à ça, sauf qu'on a évité le contact là, à ce tour-là. Mhm, C'est le tour, c'était à venir. Là, on se doutait qu'à un moment donné, à force de s'essayer comme ça, il allait arriver quelque chose. Donc là, oui, oui, au 64e tour, excusez, on décerne la pénalité, mais oui, la pénalité, une fois qu'on la décerne, il est beaucoup trop tard. Le contact est arrivé parce que c'est mhm. effectivement au 64e tour que les deux sont rentrés en contact. Dans le fond, Lando Norris décide d'aller vers la gauche de Max Verstappen. Max Verstappen décide de lui couper un peu l'espace, un peu beaucoup. Donc, il avait amplement l'espace pour glisser sa McLaren. Puis, aussitôt qu'il était rendu à côté de la Red Bull, mais finalement, l'espace n'était plus là. Et puis, c'est ce qui me laisse. Tu sais, moi, je regarde ça là, d'un œil, je me dis, ouais, mais lorsque Verstappen s'est fait pousser en Espagne, il a été capable de s'ajuster puis de mettre des roues dans le gazon pour éviter le contact. Là, je me suis dit à première vue, là, à tête, tu sais, quand on regarde ça à chaud, là, je me dis, pourquoi Lando Norris ne fait pas juste éviter le contact? Il n'a pas le réflexe, il ne l'a pas vu, mais il ne peut pas se permettre de l'éviter. Même s'il avait déjà sorti de piste une fois, Mhm. il faut qu'il se concentre absolument pour laisser sa voiture là. Fait que ça vient un peu peser dans la balance aussi du fait que dans un temps normal, peut-être que Norris aurait pu tricher un peu et éviter ce fameux contact-là, mais là, il n'y avait pas le luxe de tasser. Est-ce que tu penses que ça a pu jouer dans cette décision-là ou c'était juste inévitable que c'était trop rapide comment Verstappen lui a coupé cet espace-là pour que le contact était inévitable? Ben, d'après moi, c'était rendu inévitable. Norris s'approchait dangereusement là, de Verstappen et à un moment donné, c- c'est inévitable, finit par arriver et c'est comme ça que je le voyais venir au fur et à mesure que je regardais le Grand Prix. Je me suis dit, il va avoir contact, ça va mal se terminer, les deux vont avoir un accrochage, ça peut être moins pire que ce qu'on pense et tout. Et finalement, bang, c'est arrivé, crevaison pour les deux. Et un a été plus chanceux que l'autre, mais il y a eu une scission dans la rivalité entre les deux, dans l'amitié entre les deux, je crois. On verra ça plus tard.
peut-être que ça va déboucher sur une rivalité naissante qui pourrait être, disons, je cherche un peu le terme, mais quelque chose qui pourrait se bâtir d'un petit peu plus féroce là, qui s'en vient. Ouais, on était un peu trop gentils, là, puis là, peut-être que ça va. Ouais, c'est ça, là, on va passer à un autre niveau dans cette rivalité-là. Mhm. Il y a le fait que je pense que c'est qu'est-ce qui a bâti ça. Tu le dis, là, tout le monde le sentait, même les pilotes là, sur la grille étaient unanimes que ça s'en venait. George Russell mentionnait, oui, moi, le samedi soir, je savais que Lando Norris, ça le traquait. Fait que Mhm. ça se peut hein, que Max était rendu dans la tête de Lando. Lando, il y a une expression qu'on dit en anglais, il lui a lancé à peu près tout sauf l'évier de cuisine, là. Fait que c'est un peu drôle quand on traduit ça en français, mais il essayait à peu près tout sur Verstappen au cours du week-end. Ça fonctionnait pas. Puis là, il s'est dit, faut que je passe à l'autre niveau. Puis c'est la réputation de Verstappen. Verstappen, c'est un gars qui cède rien. Mhm. Comme les Max, comme les Michael Schumacher, les Lewis Hamilton, ces gars-là, si tu veux les dépasser, ben, tu as besoin de te lever de bonheur, puis tu as besoin de sortir les coudes parce qu'eux vont te les sortir. Donc, si tu es trop gentil, trop passif, tu lèves le pied trop vite, à ce moment-là, ben, tu ne te feras pas justice. Ils vont, tu sais, j'ai un peu le terme bully, là. Ils vont te bully, ces gars-là, Ouais. là. Puis moi, j'ai rien contre ça. On va dire. Je pense que on veut voir de la compétition. C'est sûr qu'on veut voir quelque chose de fair, on veut voir quelque chose de juste en français, là, le bon terme. Sauf que je pense que ça ajoute du piquant aussi que quelqu'un qui ne cède pas ses positions trop facilement. Parce qu'on voit certains pilotes, là, j'ai notamment en tête des Valtteri Bottas, c'est pour ça qu'il ne sera jamais champion du monde, ou que c'est un gars qui est excessivement rapide, sauf que pour défendre une position, il va céder assez rapidement. C'est pas le cas de Verstappen. Puis je pense qu'il faut le prendre comme qu'il est, dans le sens qu'il continue de grandir dans sa maturité. Il continue d'apprendre à apprivoiser son style, mais c'est cette partie de ce caractère-là qui fait aussi le pilote qu'il est. Le pilote qu'il est rendu parmi les meilleurs de tous les temps aux fiches des statistiques, un triple Mhm. champion du monde. Je pense que ça fait partie du package là, de Max Verstappen, là, tout ça. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Ouais, c'est la marque de commerce des grands pilotes. Comme tu l'as mentionné, les Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, c'est tous des pilotes qui avaient une façon de conduire très autoritaire. C'est-à-dire, moi, je vais passer, toi, tu vas rester derrière. C'est comme ça, ces pilotes-là ont cette réputation-là de se dire, c'est moi qui est devant, j'ai l'avantage sur toi. C'est aussi un jeu, en anglais, le mind games aussi, Ouais. et les grands pilotes sont capables de faire ça, au détriment d'autres bons pilotes, mais des pilotes qui sont une petite coche en bas. Et ça paraît dans la conduite, dans la façon d'analyser la course. On le voit aussi, notamment, bon, tu as mentionné Hamilton, Alonso aussi, c'en est un pilote qui est Ouais. capable de faire ça. Donc, on le voit avec Verstappen. Et exactement, c'est ça qui est arrivé. Puis, il a laissé peut-être il a peut-être laissé des petites séquelles à Lando Norris aussi, que Verstappen sentait que, sans que ça soit prémédité, mais qu'il y avait un petit besoin à un moment donné de peut-être placer un petit avertissement à Lando Norris de dire, écoute, si tu veux venir jouer à côté de moi, à un moment donné, on va se brûler. Moi, j'ai un avantage au championnat. Toi, tu ne l'as pas, cet avantage-là. Donc, un peu qu'est-ce qui avait passé comme message à Hamilton, à Monza, en 2021, de dire comme, c'est sûr qu'il y avait eu un avertissement d'Hamilton à Silverstone avant ça, mais de dire comme, Mhm. pas de problème, si tu veux jouer à ça, puis tu veux qu'on joue à pas se laisser de place, ben on va se sortir les deux. Puis moi, c'est pas grave parce que je suis en avance dans le championnat. Fait que je peux me le permettre, on peut jouer ce jeu-là. Fait que c'est peut-être Mhm. un peu ça là, qui est en train de semer de mettre un peu là, son tag là, dans la tête de Lando Norris, de dire, Mhm. écoute, moi, je suis dur à dépasser, tu as essayé tout ce que tu as essayé de faire en fin de semaine, puis si tu veux jouer coude à coude, ben, tu vas perdre au change. Donc, est-ce que ça va créer la petite hésitation dans Lando Norris à Silverstone si on a une autre compétition entre les deux? Ça peut aussi peser dans la balance, là, ça, là. On l'a déjà vu, comme tu dis, avec les grands pilotes, là, qu'on joue ces jeux-là, là. Oui, exactement, c'est ça. Et l'avantage, ben, on sait qu'il y a quand même un bon écart entre Verstappen et Norris au championnat du monde. Les deux ne sont pas à 5 points d'écart non plus, C'est ça. mais c'est pour dire que Verstappen a déjà joué la bataille pour le titre. Donc, il a l'expérience, chose que Norris n'a pas encore. Et ça paraît dans les batailles en piste, ça va paraître sur le long terme. Et ça, je serais intéressé, je serais curieux de voir ça au fur et à mesure que la saison avance. Oui, parce que là, on le sait, oui, McLaren va perdre un peu de temps en soufflerie, mais on a quand même Mhm. l'avantage là, pour développer notre voiture d'ici la fin de la saison. Ouais. Et puis, on ne se bat plus avec une soufflerie du Moyen Âge comme on avait dans le temps, là. Mhm. On est on a même une meilleure soufflerie. On peut dire, c'est plus
c'est dur de dire meilleur parce qu'on ne sait pas vraiment pour les évaluer, sauf que c'est plus au goût du jour que ce qu'on a chez Red Bull Mhm. présentement. Donc, avec plus de temps, meilleure soufflerie. Puis, je parle de soufflerie, c'est tous les éléments de développement qu'on a de mieux chez McLaren maintenant. Donc, d'ici la fin de la saison, puis même pour l'année prochaine, ça peut aider l'équipe Orange Papaye, ça, à continuer à accentuer la pression sur l'écurie autrichienne. Exactement, c'est ça. Et on avait fait aussi beaucoup de recrutement avec des ingénieurs clés là, chez McLaren il y a quelques temps et tout. Et là, on voit que ça commence à porter fruit. Et ça, c'est intéressant parce que j'imagine que l'année prochaine, ça va être encore plus serré que cette année en 2024. Donc, 2025, ça va être à surveiller. Exactement. Puis là, d'ici la fin de la saison, on regarde ça, là, on voit, OK, la compétition se décide. Par contre, je veux, tu sais, on veut, le mot, c'est rationaliser les choses, je pense que c'est le bon mot à dire. Si on place ça en perspective, juste à temps que ça arrive, cet arrêt au puits-là, là, raté, là, McLaren n'était pas dans le coup aujourd'hui versus Red Bull. Mm. On n'était pas, c'est pas l'écart qu'on pensait. Là. Tu sais, s'il n'y a pas cette situation-là, là, cette fameuse arrêt au puits raté-là, puis elle fait partie de la course. Là. Je ne suis pas en train de dire que ça change la donne. Je suis juste en train de dire que si on regarde ça objectivement, ce côté-là, on serait en train de parler de tout un autre portrait du championnat si ce n'était Mhm. pas arrivé. On serait en train de dire qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça, tu sais, comme on disait en début d'épisode, là, en qualification, comment ça Red Bull a été capable d'aller chercher cet écart-là qui est si grand? Qu'est-ce qui est arrivé pour McLaren? Est-ce qu'ils sont si près du but qu'on le pensait? On serait en train de faire tout un autre bilan de ce week-end-là. Là. Ouais, exactement, c'est ça et tout. Et McLaren doit réapprendre à gagner. Ouais, Ils ont gagné par le passé, mais ils ont connu un très gros creux de vague pendant des années. Et là, ils se remettent en selle, ils se remettent à jouer les podiums à la régulière. Et là, bon, avec la victoire de Norris qu'on a vu à Miami, mais ils doivent apprendre à rejouer dans la cour des grands. Et Red Bull sont difficiles à battre. Et ça va être important pour McLaren de faire le fameux step, là, c'est l'expression anglaise, là, le fameux step pour ouais. dire, là maintenant, on est prêt à jouer le titre, on est prêt à jouer les victoires à la régulière. Attention, on est là. Je pense que le changement de mentalité s'est fait dans la tête de McLaren, dans la tête des pilotes. Du côté de Norris, on le voit, là, il était déçu de terminer deuxième en Espagne, ce qu'on n'aurait pas vu quelques semaines avant ça. Avant, on aurait célébré une deuxième position, puis on ne l'a pas célébré. Puis là, ce changement-là, c'est fait. Là. Ça, c'est beau. Mais le faire dans la mentalité, c'est simplement la première étape. Là, maintenant, on dit il faut que les bottines suivent les babines. Mais là, c'est ça. Il faut que du côté stratégique, on soit toujours au-dessus du week-end. Il faut qu'on soit vraiment à notre maximum. Il faut que les pilotes soient à leur maximum. Il faut que le développement de la voiture soit dans le même sens de tout ça. Puis moi, je reviens à dire que s'il n'y a pas l'erreur de Red Bull, ce qui est très, très rare, là, on peut bien parler que oui, il faut que McLaren soit au-dessus faut qu'on soit vraiment au-dessus de notre jeu pour être capable de rivaliser. Mais là, on a ouvert la porte du côté de Red Bull. C'était une opportunité qu'on a donnée à l'équipe Orange Papaye, puis avec cette collision-là, ben, on l'a échappé. Puis on s'en allait l'échapper de toute façon avec la pénalité, là, parce que je reviens à dire que on avait un 5 secondes de pénalité qui s'en venait, donc cette course-là était quand même terminée. C'est pour ça que je donne beaucoup de tort à Max Verstappen puis à son ingénieur aussi, même si c'est très rare qu'on va le faire. Mais je pense que Max n'avait pas besoin d'être aussi agressif dans sa défense. Malheureusement, l'information ne lui a pas été transmise assez vite. On aurait pu prendre l'avance chez Red Bull et dire, écoute, arrête de te défendre de même, Max. Il a quitté les limites de la piste pour une fois de trop, après un drapeau noir et blanc, au 59e tour. Il a quitté la piste. Donc, est terminée cette course-là. Tu as juste besoin de garder un écart de 5 secondes avec Lando Norris, puis tu vas le remporter, cette course-là. Puis, il a continué de vouloir jouer agressivement. Il n'a pas pensé à ça. Puis, est-ce qu'on peut donner un tort à la FIA de dire on n'a tellement pas de constance dans nos décisions qu'on ne voulait pas prendre le risque chez Red Bull de dire c'est une punition assurée, laisse-les partir en premier, fais juste le suivre pour ne pas le laisser faire un écart de 5 secondes. Mais je pense qu'on aurait dû faire pareil. On aurait dû prendre le risque que la FIA va sévir à l'endroit de Norris parce que c'est tellement écrit noir sur blanc qu'on aurait quasiment pu protester si on avait été dans un autre sens. Oui, c'est ça exactement. Et je te dirais que avec cet incident-là, j'ai comme revu le Verstappen plus jeune Ouais. qui n'était pas arrivé à maturité avec cet incident-là. Et est-ce que il a pensé? Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que il s'est dit OK, je vais tenter un coup pour lui faire comprendre? Ça, c'est seulement lui qui le sait. Mais je te dirais que ce coup-là, cette défense trop rugueuse-là,
pour moi, à mon avis, elle n'avait pas nécessairement lieu d'être parce que l'écart au championnat est quand même considérable, là. Comme j'ai dit, on ne parle pas d'un écart de 4-5 points là, entre les deux pilotes, là. Et il y avait au moins un bon 70 points, si je ne dis pas de bêtises, environ, là. Et là, Verstappen est quand même chanceux dans l'équation parce qu'il en récolte 10 et Norris n'en récolte pas du tout. Donc, dans les circonstances, il s'en sort bien. Exactement. Puis moi, comme tu dis, non seulement ça n'avait pas lieu d'être, mais il aurait gagné pareil. La pénalité, elle est Ouais. apparue, la collision était trop tard quand on a décerné cette pénalité-là, donc il Mhm. n'avait qu'à rester à 5 secondes. Donc c'est un risque. Il n'avait pas besoin de prendre ça. Comme je pense qu'il y a une frustration qui s'était construite à l'intérieur de Verstappen du fait que ça l'avait un peu embêté, le fait que Lando plonge constamment avec tu sais, un peu dit le terme anglais, mais j'ai pas de traduction française, là, mais comme bâmer le virage, là, dans le fond, il arrivait à toute vitesse, puis il faisait que Un dive bomb, ouais. un dive bomb, il ne faisait que, c'est ça, le plonger à l'intérieur, mais Ouais, tu sais, exact. Ouais. il plongeait de très loin à l'arrière, décidait de tout simplement pas appuyer sur ses freins, puis arrivait comme un missile sur le côté de Verstappen, puis il l'a fait une couple de fois, puis je pense que ça a commencé à irriter un peu le triple champion, puis à ce moment-là, ben, il a décidé de dire, là, tout mon maudit, je vais te faire ta fête. Mais ça, je pense que je ramène le tort. Oui, le tort vient à Verstappen, mais son ingénieur aurait pu comprendre cet élément-là. Tu sais, Max, tu sais, il a un peu nourri hein, l'élément parce qu'à un moment donné, il a dit ah, il me plonge à l'intérieur, puis là, l'autre, il a dit ouais, c'est pas très, très brillant. Tu sais, il a comme un peu nourri cette frustration-là de Verstappen plutôt que de dire laisse-les Mhm. faire, Max, il va être pénalisé. Je Ouais, pense que exactement, ouais. ouais. Tu sais, puis on le sait, là, c'est probablement le meilleur ingénieur avec Bono, qui a Max Verstappen, le succès qu'ils ont eu ensemble, mais il y a toujours tu sais, des analyses à faire pour rester au-dessus de notre game, vraiment rester au top. Puis je pense que ça va faire partie du debriefing de l'équipe de dire, écoute, là, il aurait fallu que cette information-là lui soit transmise assez rapidement, même si la FIA dormait sur le dossier. Je pense qu'on aurait pu éviter cette collision-là. Écoute, il y a quand même eu d'autres choses là, qui ont. Est-ce que étais-tu correct sur le dossier? Avais-tu d'autres choses que tu voulais ajouter, toi, là-dessus? Y a-tu quelque chose d'autre? Je dirais que c'était assez complet sur le dossier de Verstappen et de Norris, ouais. C'est ça, exactement. Moi, ce qui m'a fait peur, là, puis après ça, je repensais à ça, quand on a demandé à. Ben, Norris a décidé de sortir de sa voiture, je me dis, une pénalité de 5 secondes. Il ne serait pas mieux de retourner en piste, servir la pénalité pour pas que cette pénalité-là se transpose au Mhm. prochain Grand Prix. Mais c'est plutôt rare qu'on transpose des 5 secondes de pénalité pour avoir euh, sorti des limites de piste. Normalement, on va plutôt aller sur. On met ces pénalités-là pour éviter qu'il y ait un écart qui se gagne sur tes adversaires en quittant les limites de la piste. Donc, on se dit, on te donne une pénalité, tu n'as pas fini la course, donc techniquement, tu as été pénalisé. Je pense, Ouais. là, à moins que tu vois ça d'une autre manière, mais il y a très peu de risques à Silverstone. Il laisse ce 5 secondes-là Mm. ajouter à son temps, là, ou Ouais, qu'on transforme ça ouais, c'est ça, je suis en pas mal d'accord position. avec Là. toi, ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça serait une nouvelle. On ne sait jamais, là, mais je ne pense pas qu'on va aller dans ce sens-là. Ensuite, eh bien oui, ben, c'est celui qui ramasse les pots cassés. Ben, je ne sais même pas si c'est la bonne expression à dire, mais celui qui ramasse le trophée. Le trophée pas cassé, c'est George Russell. Mercedes, ça leur tombe dans les mains. On devient le quatrième constructeur différent dans la saison 2024 à remporter une course. Après Red Bull, bien sûr, Ferrari, McLaren et maintenant Mercedes. On l'attendait depuis longtemps, celle-là. On l'avait déjà même dit. Est-ce que Mercedes a besoin d'un budget illimité pour gagner en Formule 1? La dernière victoire remontait justement au numéro 63, George Russell, lors du Grand Prix de Sao Paulo 2022. Oui, 2022, on est rendu en 2024. Si on avait parlé de ça il y a de ça quelques années, que Mercedes serait aussi longtemps avant de remonter sur la plus grande marche du podium, ben, je pense qu'on n'y aurait pas cru. Personne n'aurait dit oui, ça va se passer comme ça. Je suis content pour eux autres, et même si ce n'est pas nécessairement une victoire en performance, il est quand même venu saisir l'opportunité qu'il fallait être là hein, pour saisir l'opportunité. Ouais, On peut parler de Sergio Perez en disant ça, en parlant de faut être là pour saisir les opportunités, mais George était là, lui. e- exactement. Et bon endroit au bon moment. Donc, tout simplement ça. J'ai trouvé son relais avec les pneus médiums assez impressionnant aussi. Je ne me souviens pas le nombre de tours qu'il a fait et tout, mais ça, il a étiré son relais au maximum pour après ça passer à la gomme dure. Et chapeau à Russell. Et ça fait du bien. Moi, je trouve que ça fait du bien de revoir Russell gagner. Ça fait du bien de revoir Mercedes gagner. Je suis content de les voir là, sur la première marche du podium. Écoute, je pense que c'est pas le même élément parce que c'est pas sa première victoire, mais ça fait tellement longtemps que je pense que ça pourrait donner le petit effet, là, le petit
côté là, énergie que ça a donné Ouais. à Lando Norris. L'électrochoc, ouais. Ouais, l'électrochoc, exactement, que ça a donné à Lando Norris à Miami. Je pense que ça pourrait rajouter un George Russell en confiance. Un George Russell Mhm. qui connaît quand même des bons moments, même s'il a commis une erreur à Montréal, connaît quand même des bons moments. Il est en train de prendre, on le parlait notamment en compétition contre le septuple champion du monde constamment. Quand c'est ça ton comparatif, jour après jour, Grand Prix après Grand Prix, ben c'est sûr qu'il faut toujours que tu sois au-dessus de ta game là, pour être capable de composer avec ça. Donc, George, je pense que ça pourrait être un élément qui pourrait être déclencheur pour le restant de sa saison, de voir que hey, j'ai eu une petite victoire, ça me motive. On quitte là, l'espèce d'esprit négatif. Là. Ça me fait rire un peu quand il a remporté la course. Il dit Never say never, ne jamais dire jamais. Pourtant, c'est lui qui a avancé au début de l'ère de l'effet de sol, avait dit Red Bull va tout gagner les courses, Red Bull donner les Mhm. championnats à Red Bull. Mais de dire never say never, ça c'était plus la mentalité de McLaren, de dire on essaie, puis à tout prix, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais là, ça va peut-être le ramener dans cette idée-là de dire écoute, c'est possible de gagner des grands prix. Juste travailler fort, garde tes positions. Puis en plus, on a une bagarre qui se dessine entre Norris et Verstappen. Il va peut-être en avoir d'autres collisions d'ici la fin de la saison. Donc, ça va être à qui le chanceux va être capable de se classer derrière pour être capable de ramasser ça. Oscar Piastri, on peut en parler à lui. Là. S'il n'y a pas cette erreur-là en qualification, il est extrêmement déçu parce que sans cette petite excursion hors piste en qualification, c'est probablement lui qui aurait ramassé cette victoire-là, là, qui a arrêté sa première en carrière. Oui, exactement, et tout. Et il a bien dit à Russell à la fin de la course dans les commentaires, il a dit, ouais, t'es chanceux parce que c'est à cause de l'incident justement de Verstappen et de Norris, c'est pour ça que tu as gagné. Je l'avais trouvé assez bon son commentaire. Toujours le bon mot bien placé, Oscar Piastri, là-dessus. Et Russell est revenu 20 points justement de Piastri au classement des pilotes. C'est Ouais. 112 points pour l'Australien et 111 pour le Britannique. Donc, ça va être assez serré. Et Perez est juste en avant, 118 points. Donc, une belle bataille là, qui se décide entre ces trois pilotes-là. Et je gagerais que les deux autres vont finir en avant de Perez si ça continue ainsi au fur et à mesure que la saison va se dérouler. C'est ça, ça vient rajouter des bagarres ailleurs dans le Oui. peloton. On savait, là, chaque saison, il y a des histoires qui se créent ailleurs. Là. Les gens Mhm. qui pensent que la Formule 1, c'est juste qui finit premier, puis il n'y a rien d'autre. Non, non, non. Il y a tout plein d'autres scénarios. Il y a plein de téléromans ailleurs sur la grille. Ouais. Et puis là, on est déjà rendu pratiquement à la moitié de la saison. Puis là, ça commence à se dessiner. Ce qui est intéressant, c'est oui, on est pratiquement rendu à la moitié de la saison. Et puis là, on commence à avoir plusieurs histoires un peu partout sur la grille. Oui, on a Ocon, Gasly. Ça dure depuis longtemps. On a ça. Mais on a Piastri contre Russell. Tu fais bien de l'apporter. On est rendu très près au classement. On a Lando Norris contre Max Verstappen. On a Charles Leclerc contre Carlos Sainz. Il y a eu un petit peu des étincelles là, après le Grand Prix d'Espagne. On dit Mhm. qu'il y a un chiale beaucoup, puis l'autre, il dit qu'il fait souvent des petits trucs comme ça. Donc, on commence là, à avoir les narratifs qui s'installent. Donc, tout ça, là, ça rajoute du piquant. Fait que oui, la victoire de Russell vient déclencher d'autres éléments un peu partout. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc, oui, Piastri finit deuxième. Sainz ramasse aussi un peu un podium avec ça, termine troisième. Hamilton, quatrième. Pas capable de saisir cette opportunité-là, lui aussi, et termine le Grand Prix déçu parce qu'il se dit c'était peut-être ma chance de gagner finalement un Grand Prix depuis 2021 si j'avais eu une meilleure qualification, si je n'avais pas commis une erreur en début d'épreuve de traverser la ligne des puits, ce qui Mhm. n'est pas permis. Donc à ce moment-là, elle avait été pénalisée. Donc ça, c'est venu aussi l'affecter. Cinquième, Verstappen qui réussit quand même à venir terminer dans les points malgré sa pénalité, ainsi de suite. Donc, cinquième pour Verstappen, sixième pour Hülkenberg, septième pour Perez. L'opportunité ratée. Perez, tu es là pour ça. Oui, tu es clairement un numéro 2. Tu es identifié comme un numéro 2 en Formule 1. Normalement, les Barrichello de ce monde étaient là, les Felipe Massa étaient là pour ramasser ces fameuses victoires-là lorsque le numéro 1 de l'écurie n'était pas capable ou arriver à un péripétie avec un adversaire ou quelque chose comme ça. Perez pris en septième place, coincé derrière une voiture Az, pas capable de monter sur le podium et de ramasser cette opportunité-là. Tu as trouvé ça comment? On n'a pas le choix du. C'est le prix citron du week-end avec ça. Là. Ouais, c'est décevant. C'est décevant parce que tu regardes le niveau et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on a signé Perez? Oui, il avait quand même connu un bon début de saison, c'était correct, mais là, depuis plusieurs Grands Prix, là, ça fonctionne pas. Ça Mhm. fonctionne pas. Et là, je suis sûr que, je suis pas dans le secret des yeux non plus, mais je suis sûr que chez Red Bull, on doit se dire, ouais, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur en signant Perez pour 2 ans? Donc,
ça reste à voir, mais avoir ce résultat-là, encore aussi loin de Verstappen, incapable de dépasser Hülkenberg, ça a failli tourner au contact là, dans le dernier tour. En plus, là, euh, c'est décevant. Moi, c'est le mot qui me vient en tête, c'est décevant. Et on continue d'ajouter de la pression pour le prochain week-end de course Silverstone, qui n'est En pas une plus. place qui, normalement, a beaucoup de succès. C'est ce qui est arrivé là. C'est un copier-coller de la saison dernière. Si on rajoute, Mhm. moi, je mentionnais, là, j'utilise souvent l'illustration de dire il y a un sac à dos, puis on rajoute du poids dedans à tous les week-ends. Puis de plus en plus, le sac est lourd, puis ça pèse sur lui. Mais là, septième, il sait, là, lui, là, que si c'était une course qu'il aurait dû gagner. Red Bull le sait aussi. Christian Horner a bien récupéré en disant ouais, on est quand même l'écurie qui a marqué le plus de points au cours du week-end. Oui, mais merci à Max Verstappen, parce que sinon, en tout cas, je fais caca. Ouais, Sergio Perez, septième. Ouais, je sais pas quoi dire. Puis, tu sais, je mentionne, il aurait pu ramasser la victoire, mais au moins, il aurait pu ramasser le podium. Je l'aurais probablement critiqué pareil de dire écoute, tu finis troisième ou deuxième, mais Mm. ça aurait été supposé gagner. Mais là, il ramasse même pas un podium. Ouais, Non, en tout cas, ouais, au minimum, un podium, ça aurait été le strict minimum. Là, en tout cas, de mon avis personnel, ça aurait été le strict minimum, mais là, septième, ouais, on voit ce que ça donne et on en avait parlé. Là, quand la lutte va se dessiner, elle se dessine, mais plus tard, si, admettons, on a des courses encore plus serrées entre Verstappen et là, on rajoute Norris dans l'équation, on rajoute Piastri, on peut rajouter Russell, Leclerc, Sainz, Hamilton, mais Perez, il est où? Il n'est pas là. Donc, ça va être de plus en plus compliqué pour Verstappen et Red Bull de réussir à gagner des grands prix sans l'aide de leur pilote numéro 2 dans l'équation. exactement. Puis, c'est ça. C'est ça. Écoute, je file un petit peu vite sur le reste des voitures, Mhm. l'ordre pour le reste du peloton. Je sais que les gens voulaient nous entendre parler justement sur le sujet Verstappen, puis ça a été vraiment ça l'élément de la journée. Huitième, Magnussen. On peut quand même lui décerner une étoile là, pour le week-end. Je pense que ça a été très bien qu'il soit là. Mhm. Hülkenberg, sixième, donc les deux As dans le top 10. Oui, il y a eu un peu un. Tu sais, il y a Norris quand même, mais c'est seulement une voiture. Là. Quand même que les deux As peuvent rentrer dans le top 10. Ça veut dire qu'on est peut-être en train de rechanger un peu l'ordre du peloton. Il y a quand même, oui, les trois grandes lignes droites, comme je le mentionnais, mais quand même, il faut quand même être capable de saisir ces opportunités-là. Et normalement, c'est l'usure prématurée des pneus qui est notre problème chez As. Puis l'Autriche, c'est pas un circuit qui est très, très, très clément sur l'usure des pneus. Donc, on a Mhm. été capable quand même de signer un bon résultat et de marquer des points. Je pense qu'il faut le souligner. Neuvième pour Ricardo, rattrape quand même un week-end difficile pour Racing Bulls. Dixième pour Gasly, continue dans la lancée de Alpine, 11e pour Leclerc. Bien, c'est un week-end à oublier de son côté. Là, tu l'as mentionné tantôt. Là, Ouais. tout le long du week-end, ça n'a pas été bon pour lui. Ce qui est surprenant parce que normalement, en Autriche, c'est un circuit qui devrait être taillé sur mesure pour qu'il puisse démontrer tout son talent. Ocon, 12e, il y a eu des belles bagarres notamment avec Gasly. Il a eu énormément de difficultés à dépasser Alonso, perdu beaucoup de temps derrière Fernando Alonso. Ça lui a coûté certainement des positions, peut-être même des points. 13e pour Stroll, Tsunoda, 14e, 15e Albon, 16e Bottas, 17e Joe, 18e Alonso. C'est quasiment incroyable de mentionner 18e à côté de Ouais. Fernando Alonso. Puis 19e pour Sargent, ça c'est un peu plus naturel. Puis 20e pour Lando Norris. Sargent aurait probablement fini 20e si ça n'avait pas été. Bon, il aurait fini 20e si ça n'avait pas été de ça. Il Mm. finit deux tours en arrière de tout le monde en plus. Fernando Alonso a quand même eu le tour le plus rapide, sauf qu'en 18e position, ça ne te donne pas de points. Ça te donne juste une belle tape dans le dos pour dire bravo, tu as eu le tour le plus rapide. Puis une infographie mauve à côté de ton nom, mais rien de plus. C'est ce qui résume l'ordre du Grand Prix de dimanche. En terminant, j'aimerais ça te demander qui est ton pilote de la journée? Mon pilote de la journée, ben, j'ai quand même bien aimé Norris jusqu'à l'incident avec Verstappen. Mais sinon, j'ai pas détesté la course de Hülkenberg et de Magnussen. Les deux pilotes Haas ont très bien fait dans les circonstances. Piastri, même aussi, qui a réussi à remonter très bien. Il y en a plusieurs, en fait, là. Mais moi, je suis content de voir les deux Haas dans le top 10. Là. C'est le fun à voir. Puis pour ça, je vais la donner à Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, parfait. Moi, je vais te dire, j'y ai pensé, puis peut-être que j'accorde beaucoup trop de temps à choisir c'est qui mon pilote de la journée. Mais j'ai comme pas le choix d'y aller avec Max Verstappen. Puis je t'explique pourquoi. Peut-être qu'il y en a des gens qui vont sur son tour. Voyons donc, tu donnes.
Le gars, il réussit le meilleur départ de tout le monde. Bâtit une avance de 7 secondes, parfois 8 secondes sur une McLaren qu'on dit qu'ils sont de retour, qu'on pense que peut-être Mhm. même qu'ils ont la voiture la plus rapide maintenant. Après ça, il arrive ce qui arriva, qui n'est pas le moment le plus gratifiant, mais il y a quand même eu un arrêt au puits défavorisable de 6,5 secondes. Il y a eu un accrochage, une crevaison, une pénalité de 10 secondes, un arrêt au puits supplémentaire, termine cinquième devant son coéquipier Sergio Perez. En plus. Donc, c'est quand même une bonne opération là, quand on regarde le tout là, avec Verstappen parce que ça aurait pu finir en abandon. Exactement. Puis je me dis, tu finis devant ton coéquipier. Puis en plus, je peux même en rajouter un autre à tout ça. S'il y a des gens qui ne sont pas convaincus, termine à 4 secondes du septuple champion du monde, Lewis Hamilton, Mhm. après tout ce que je viens de nommer. En tout C'est vraiment une bonne. C'est un très bon choix aussi d'avoir mis Verstappen parce que ça aurait pu être catastrophique, mais quand même, limite les dégâts dans les circonstances. Il accroît son avance au championnat des pilotes. Donc, très bon choix en passant, Martin. ouais, ben écoute, comme je te dis, je pense qu'il y en avait d'autres, mais en faisant les pour et les contre, je me suis dit, comment je suis capable de trouver quelqu'un qui a fait plus que ça dans la journée? J'aime ton choix des As. Je l'ai regardé aussi. J'ai regardé aussi Gasly parce qu'on se dit toujours dans une Alpine, toutes ces choses-là, mais je regardais ça, je dis, non, je ne suis pas capable de le donner à personne d'autre. Même si j'aime pas, pour moi, c'est comme je vais à l'envers d'un règlement que je me suis déjà fixé de dire, j'aime pas donner le pilote du jour à quelqu'un qui a fait une pénalité ou qui a fait une frasque, une erreur ou quelque chose comme ça. Sauf qu'il y a tellement eu de positifs dans cette journée-là que je pense pas que c'est venu. L'accomplissement reste encore grand malgré ça, ça reste un accomplissement sa journée. Pareil, il a réussi à faire. Il fallait le faire, mais il a réussi à le faire. Donc, écoute, je te remercie d'avoir été disponible pour cet épisode-là. En terminant, oui, je te remercie. Je pense que les gens vont apprécier de t'entendre. Ça faisait un petit bout qu'on ne t'avait pas entendu. On s'est ennuyé. Je suis content que tu étais là. Tu apportes toujours de très, très bons points. C'est toujours le fun de discuter F1 avec toi. Je vais aussi prendre le temps de souhaiter bonne fête du Canada à toi, à ta famille, puis à tous nos auditeurs aussi. Profitez-en. Il y en a qui en profitent pour déménager, donc soyez prudents. Si vous ne déménagez pas, soyez prudents aussi parce qu'il y en a d'autres qui ne savent pas déménager, donc ça devient un risque pour les personnes qui se trouvent sur la route. Donc, ayez ça en tête au cours de la journée que surveiller, des fois, il peut y avoir un matelas en plein milieu de la route, donc c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, donc soyez sur vos gardes. Merci, Martin. C'est toujours un grand plaisir. Salut Kevin, à la prochaine, on se reparle très Allez bien. bientôt. Bye bye. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 1er juillet. Notre prochain rendez-vous sera vendredi, en marge des séances d'essais libres qui se dérouleront sur le circuit de Silverstone en préparation au Grand Prix de Grande-Bretagne. Je vous invite aussi en terminant à nous suivre sur Spotify et à activer la petite cloche, question de recevoir des notifications lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Merci de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.